Bonjour, je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Guigui lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers, la vérité est ailleurs. Un, deux, un, deux, un, deux. Ok. Ça va, ça marche? Non. Là, ça marche. Voilà, parce Là, que ça j'ai un marche. bouton, un double bouton. Donc, Double les doubles boutons, c'est les pires. Ça veut dire. Alors, donc, bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus pour cette conférence. Et en fait, je suis en train de te griller la politesse parce que c'est à toi de présenter. C'est à moi, je suis le présentateur et tu es la star. Exactement. Voilà. Bon, Merci à C'est tous d'être venus donc à cette conférence X-Files qui va être présentée avec mon collègue, donc ici à ma droite, Guigui, qui est entre autres illustrateur, cofondateur de Philactère. alors non. Non, même pas cofondateur Non, de je suis Philactère. pas cofondateur. Je suis arrivé quelques années après. Après. Genre 2 ans après, mais je fais quand même partie Ouais, de t'es un des piliers, quoi. la première génération. T'es un pilier de Philactère de l'association dont vous avez un stand au face, rayon vert. Juste en face, vous traversez la cour là. Le premier stand sur votre gauche, c'est nous. C'est eux, c'est Voilà. eux. Voilà. Donc, association Philactère, créateur de WebEllipse, qui était une application de bande dessinée sur iPad, précurseur. C'était il y a 15 ans maintenant, donc... Ouais, mais je préfère en parler parce que j'y ai participé C'est un vrai, peu. Donc, c'est vrai. Jeanne d'Arc a été éditée en premier sur WebEllipse. tout à Ça m'a fait. fait vraiment très plaisir d'ailleurs. Voilà. Et on te reçoit donc ici spécialement parce que tu es un des spécialistes d'X-Files. On peut le Et dire. tu es entre autres webmaster, tu as été entre autres webmaster pendant 10 ans de La Vérité est ici. Ah, le site, Ouais, site francophone X-Files. assez... en fait, c'est un des sites qui avait le plus de fréquentation, qui était assez connu. Et donc voilà, c'était un fandom de X-Files en francophone à cette époque-là qui était vraiment agrégé sur ce forum et ce site d'actualité-là, que j'ai tenu donc pendant 10 ans et qui a été créé par Sébastien Jousse qui nous a quittés. C'est aussi pour ça que j'ai repris les rênes et qu'aujourd'hui, moi-même, j'ai passé le relais à une autre équipe, ce qui fait que le site, 25 ans après, est toujours là en fait. Bravo. C'est vrai qu'un site internet qui est là depuis un quart de siècle, c'est vrai que c'est assez rare en fait, et donc ça mérite d'être souligné. Et en plus de ça, le forum est toujours actif, hein. Je vous invite à vous y inscrire si jamais il y a une nouvelle série qui commence, comme ça on pourra papoter tous ensemble, ou même des anciens épisodes. Juste un truc, est-ce que vous voyez une petite lumière rouge sur cette caméra là? Alors, si tu demandes au public de s'y mettre, on va pas s'en sortir. Hein. Ouais, je vais être merci. sûr. Merci C'est beaucoup. interactif. Donc Seb qui nous a quittés, qui travaillait à l'écran fantastique, hein, et qui était non. non. Non, Ah non, pas du tout. C'est lui qui a créé le site La Vérité est ici. Si. Et Il l'écran. s'appelait Sebos et en fait l'écran fantastique, moi j'ai écrit des articles sur X-Files et même des petites bandes dessinées parodiques au début des années 2000. Oui, voilà. Mais bon, maintenant que je la regarde ces BD là, j'ai vraiment honte. Donc je vous invite à ne pas aller les voir. Ils vont tous aller les voir, tu sais. Voilà, mais c'est bien vu, bien vu. Oui, le côté. Non mais si c'est horrible. Je connaissais Photoshop, hein. Donc c'était horrible quoi. On verra. Non, on verra pas. Non. Alors, j'ai envie de commencer la conférence, on t'a présenté, mais j'ai envie de savoir comment tu as découvert X-Files. Ouais, alors juste un truc pour me la péter, hein, encore, parce que ma présentation n'est pas complète. Ah, je vais le taquiner comme ça pendant toute l'heure. Hein. En fait, il y a la série Audible qui a été réalisée, la saison 10, la fausse saison 10, donc il y a la version française. J'ai travaillé sur la version française en tant qu'expert en X-Files. Et non pas script doctor comme ça avait été annoncé. Ça simplement, en fait, ils avaient besoin de quelqu'un qui connaisse suffisamment la série pour être sûr que les traductions soient correctes. Parce qu'en fait, le producteur et réalisateur de cette série de podcasts audio qui avait été réalisée en version originale, donc il y avait David Duchovny, Gillian Anderson, etc. Et puis donc il y avait le pendant français, donc il y avait Daniel Hercouet et il y avait Georges Caudron, bien sûr. Et donc du coup, il voulait vraiment que la traduction soit la plus fidèle possible parce qu'il se disait, les fans, ils vont pas nous louper si jamais on se gourre sur un terme de la mythologie. C'était très bien. Mais en tout cas, c'était une expérience très, très sympathique. Voilà. On a fait, c'est bon le CV. C'était pour me la péter. Voilà, tu te l'es pété, c'est bon. Ton petit moment de gloire. Donc là, je reviens à ma question. Comment t'as découvert? Est-ce que tu as découvert tout de suite X-Files? Pas du tout. Parce qu'il faut qu'on rappelle que X-Files passait en France le dimanche après-midi sur M6. Fin d'après-midi, début de soirée, ouais, tout à fait, vers 18-19h. J'ai pas regardé à ce moment-là. Moi, j'ai regardé les rediffs de la saison 2
Ouais. Donc Tardivement quand même. Ouais. Bah, tardivement, 2 ans après que ce soit arrivé en France, quoi. Oui. À peu près, quoi. Parce que tout simplement, figurez-vous que certaines personnes de la Moselle le savent peut-être, on ne captait pas M6 dans certaines régions. Donc, dans mon coin, impossible d'avoir M6 si ce n'est si vous aviez le satellite. Nous, on captait. Bah, ici, oui. Mais je peux te dire que du côté de t'allais vers Sarrebourg, Nancy, tout ça. D'accord. Donc, en gros, Château-Salins, Morange, Dieuze. Personne n'avait M6. D'accord. Donc, impossible à regarder. Je faisais des cassettes exprès, justement. Voilà. Donc, la Moselle, on était dans une cuvette, on captait pas vraiment du tout. Non plus, hein. Bon, Meurthe-et-Moselle aussi. Bon, bah. Alors, On parle des trucs avec les téléphones. Ah, pour les plus jeunes qui sont là, et c'est la première diffusion d'X-Files, c'est 94 93. 93. D'accord. 1993. 1993. Ouais, donc la série a fêté ses 30 ans en fait l'année dernière et c'est pour ça que j'ai eu l'envie de faire ces podcasts qui retracent toute l'histoire de la série saison par saison, pour fêter tout simplement les 30 ans de la série parce que c'était quand même le bon moment et en plus de ça, il y a des rumeurs d'une nouvelle série mais ça on en parlera à la fin. Donc c'était vraiment le bon moment pour faire ça et puis voilà, ça faisait longtemps que je m'étais pas replongé dedans et puis je l'ai fait avec plaisir bien sûr. Ouais. Et donc saison 2. La saison 2, 94, c'est dans 94-95. Ouais. Et en fait, ça s'est arrêté en France en 2002, avec la saison 9 sur M6. Et ça a repris, donc il y a eu 2 saisons de revival, une en 2016, la saison 10, et la saison 11 en 2018. Ouais. Est-ce que tout le monde ici lève la main pour qui a déjà vu X-Files dans les années 94 quand ça passait sur M6 le dimanche après-midi? Dimanche après-midi. En cassette, ça compte, ouais, bien sûr. Ok, on est très peu, ouais. Ah oui. Et pour les plus jeunes, est-ce que X-Files, ça vous parle ou pas du tout? Pour les plus jeunes. Le générique? Ok. C'est sur Disney+, maintenant, c'est quand même incroyable d'associer X-Files à Disney. Ouais. Ça fait bizarre. Mais D'accord, donc sur Disney, on peut voir... sur Disney+, toutes les saisons, ouais, et les films, tout à fait. D'accord, bon, on espère que on donnera envie, peut-être pour ceux qui sont abonnés à Bien Disney, sûr. de se replonger là-dedans. Donc, moi, j'ai découvert les dimanches en fin de journée, et moi, j'avais pas accroché. Ah ouais. Je trouvais ça bien, mais sans plus. Par contre, j'ai accroché quand ça commençait à passer le samedi soir. Le samedi soir. Alors, Là, pas c'est dans la à part. trilogie du samedi. Attention. Ouais. Non, le samedi fantastique. Jamais la trilogie du samedi. Ouais, c'est une Quand confusion. la trilogie du samedi, en fait, c'est un concept de NBC qui avait pour but de concurrencer X-Files. Donc, en fait, ils ont pris X-Files, ils l'ont divisé en 3 séries, Profiler, Camelot, Dark Skies. Et ça a été, M6 se sont dit, bah tiens, on va faire pareil. Et puis, quand Dark Skies, Profiler, tout ça se sont arrêtés, bon, ils se sont dit, bon, on va l'élargir à d'autres séries, il n'y a pas de raison. Donc, Buffy, Stargate, à peu près tout ce que vous avez pu voir à ce moment-là. Mais pas X-Files. X-Files, c'était dans les samedis fantastiques. Et au moment de la trilogie du samedi, justement, c'était les jeudis soirs. Juste avant les jeudis de l'angoisse. Donc, c'était une super soirée, en fait, sur Ouais. M6. C'est à partir de là que j'ai accroché, et notamment parce que j'accrochais beaucoup sur les Loners, mais on y Ouais. viendra plus tard. Ouais. On va démarrer avec la genèse, et c'est-à-dire on va parler de Chris Carter Ouais, en alors, premier. Chris Carter, Le créateur de X-Files. voilà, un gars qui finalement n'était pas vraiment prédestiné, encore que, à créer ce genre de série, parce qu'à la base c'était un journaliste dans un magazine de surf. Il a fait aussi quelques scénarios pour Disney, et puis à un moment donné, il y a la chaîne La Fox, une nouvelle chaîne qui venait d'arriver donc aux États-Unis, parce qu'à l'époque il y avait peu de chaînes encore, les grosses chaînes en tout cas. Donc la Fox était très nouvelle et elle avait soif justement d'expérimentation, donc ils avaient créé les Simpsons, ce genre de trucs. Et X-Files, ils se sont dit oui, d'accord. Mais ils n'ont pas misé dessus du tout. Ils avaient misé sur une autre série qui s'appelait Briscoe County, les aventures de Briscoe County avec Bruce Campbell, qui est plutôt une bonne série en vrai, c'est vrai. Oui. Mais non. Donc c'était vendredi en prime time et en deuxième partie de soirée, donc il y avait X-Files, et finalement c'est X-Files avec le temps qui a réussi à engranger toute l'audience. En fait, du coup, Chris Carter, c'est quelqu'un qui était très... dans son enfance, il a été marqué par le Watergate, comme un peu Mulder par rapport à l'enlèvement de sa sœur Samantha. C'est pour ça qu'on les voit justement regarder des extraits de journaux du Watergate dans la scène d'enlèvement de la sœur de Mulder. Et en fait, il était très marqué par le fait que le gouvernement peut nous mentir. Et il était aussi très fan de séries comme Kolchak, The Night Stalker, des séries un peu... c'est un peu le Buffy de l'époque, sauf que c'était un vieux qui faisait des enquêtes, c'était un journaliste, etc. Et bien sûr, la 4e dimension et d'autres choses comme ça. Donc évidemment, il s'est dit, tiens, c'est pas mal. Parce qu'en fait, il avait vu
une sorte de sondage qui, à l'époque, montrait que les Américains, ils étaient très friands, très croyants d'ovnis, d'histoires d'extraterrestres. Mais genre premier degré, quoi. Genre, je me suis vraiment fait enlever par des extraterrestres. Oui, il y a une sorte de pourcentage d'enlèvement par les extraterrestres. Complètement farfelu, quoi. Un chiffre assez mirobolant qui, d'ailleurs, il y a le même genre de sondage qui a été fait en ce moment, parce qu'en ce moment, il y a un revival de ce genre de phénomène aux États-Unis, qui est tout aussi faramineux. Donc, il s'est dit, c'est pas mal, quoi. Il aime bien les trucs un peu de paranoïa. Il s'est dit, tiens, je vais faire un truc là-dessus. Et puis X-Files lui est venu, donc naturellement, il y a quand même donc, beaucoup d'inspiration, d'autres séries qui l'ont précédé, comme juste avant Twin Peaks de David Lynch et Mark Frost. Mais voilà, donc il a eu cette idée, c'est vraiment un alignement des planètes, parce qu'il a fait d'autres séries qui étaient tout aussi qualitatives techniquement, par exemple, mais qui n'ont pas pris. Et en fait, X-Files, ça a pris parce qu'il a eu un coup de génie avec le casting, avec David Duchovny. Bon, c'était un peu plus facile parce qu'il avait déjà sa carrière. Mais Gillian Anderson, il a dû se battre pour l'avoir parce que bon, les producteurs, à l'époque, ils voyaient plutôt une Pamela Anderson qu'une Gillian Anderson. Et en fait... C'est pas une légende urbaine. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, en tout cas, c'est Chris Carter qui l'a décrit comme ça. Après, est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que c'est vraiment ces mots-là qui ont été dits par les exécutifs? On n'en sait rien. Enfin, moi, j'étais pas là, je peux pas le dire. Mais en tout cas, Chris Carter... l'a déjà évoqué au moins une fois. Et pourquoi je disais ça C'est les choix que Chris Carter a fait. Il s'est super bien entouré, en fait. Et puis il est tombé dans un moment où, comme je disais, la Fox, c'est une chaîne qui était... À cette époque-là, en tout cas, ça a vite changé, après, dès que le succès est arrivé. Après, il laissait plus sa chance suffisamment pour certains projets. Mais là, du coup, cet aliment de planète a fait que ça a pris, quoi. Et encore une fois, Twin Peaks avait un peu creusé le sillon juste avant. Donc voilà, il y avait vraiment tout plein de bons éléments qui faisaient que ça pouvait arriver. Et donc, on n'a pas parlé de la série elle-même. Justement, quels sont les ingrédients d'X-Files? Donc du coup, l'idée de génie, c'était déjà de réunir donc, un duo d'agents donc sur le surnaturel, sur le paranormal, à la base, et avec un personnage qui serait croyant. Donc l'agent Fox Mulder du FBI, que tout le monde prend un peu pour un taré, et une agente plus sceptique, scientifique, qui s'appelle Dana Scully. Donc il a eu un peu cette idée de... Je pense pas que son idée c'était de faire du féminisme ou des choses comme ça, mais cette idée d'inverser des valeurs qu'on associe traditionnellement, des tropes qu'on associe traditionnellement dans les scénarios, c'est-à-dire la femme, elle est plus rêveuse, entre guillemets, et l'homme, il est plus terre-à-terre. Là, il s'est dit, je vais faire l'inverse. Donc, Mulder, il est complètement farfelu. Le mec, franchement, il est vraiment limite, des fois, à croire à tout et n'importe quoi. Et Scully, quand même, elle est vraiment très terre-à-terre. Elle lui remet les pieds sur terre, et c'est très bien. Donc, déjà, ça. Incarné par un casting incroyable, donc 2 acteurs vraiment fantastiques, quoi. C'est vraiment... Je veux dire, c'est rare d'avoir ça. Une sacrée osmose entre les deux. Tout à fait. Et puis d'avoir cette idée, ce souci du détail dans la réalisation, donc de laisser des réalisateurs vraiment s'exprimer. Parce qu'à la télévision, surtout à cette époque-là, c'est surtout le scénario qui prime. C'est pas vraiment le réalisateur, c'est pas vraiment la réalisation. Et d'augmenter ce level, on va dire, de production, ça a aussi beaucoup joué. Moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, au tout début des diffusions d'X-Files, il y a des gens qui zappaient sur M6 et ils pensaient que c'était un film de cinéma qu'ils regardaient. Et qui étaient étonnés après de voir « Ah, mais non, en fait, c'est une série télé. C'est un épisode de série télé. » Parce qu'effectivement, il y avait une belle photographie, une vraie réalisation, des acteurs incroyables, et puis des effets spéciaux qui étaient pas mal. Des effets spéciaux très pratiques, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas trop de sous. Donc, Ils tournaient vite. Mais du coup, pour les effets spéciaux, ils en faisaient peu, mais le peu qu'ils faisaient, le faisaient très bien et pas très bien éclairé, pas trop bien, pas vraiment mis en valeur. Par exemple, il y a des séries de maintenant en images de synthèse, et ça vieillit terriblement. Là, je revoyais donc, il n'y a pas longtemps un épisode de la saison 5 où il y a une gigantesque explosion. Aujourd'hui, on la ferait en numérique. Et ça se verrait, et ça vieillirait mal. Là, du coup, l'épisode, il date d'il y a 25 ans. Putain, ça n'a pas pris une ride, quoi. On pourrait croire que ça a été fait... Si on occulte les coupes de cheveux et les habits et les vieux téléphones, on pourrait croire que ça a été tourné genre l'année dernière. Parce que ça a très bien vieilli, parce que la plupart des effets spéciaux de l'époque, des premières saisons, ont très bien vieilli, et que la réalisation a été déjà bien en avance sur son temps. Mais aussi l'écriture, en fait, était aussi en avance sur son temps. Donc tous ces éléments-là font qu'évidemment, il y a eu un avant et un après X-Files. Ça a vraiment changé les choses. En tout cas, en France, ça les a beaucoup changés.
parce qu'à l'époque, les séries étaient très dénigrées. Les séries télé, à part des trucs de Navarro, TF1, etc., et ça passait pas en prime time. En tout cas, les séries américaines ne passaient pas en prime time. Et il y a 2 séries principales qui ont changé ça, c'est X-Files et Urgence sur France 2. C'est à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, ça a été longtemps dénigré encore après, hein, mais c'est à partir vraiment de ce moment-là qu'une partie du public, des spectateurs, se sont dit, ah mais en fait, les séries, ça peut être autre chose que l'agence touriste, par exemple. Ouais. Et je crois bien que c'est Chris Carter sur X-Files qui est le premier à avoir mis au générique de début le directeur de la photo. Je crois que, si je m'en souviens bien, directeurs de la photo sont placés en générique de début. Pas dans le générique, mais dans les cartons quand l'épisode commence. Oui, exact. Voilà. Mais dans le générique, il y a juste. Alors que d'abord, d'habitude, ils sont plutôt mis à la fin. Non, mais même les réalisateurs sont devenus de vraies stars. Alors, dans le milieu, ça se sait, par exemple, qu'un tel ou un tel travaille bien, etc. Mais c'est cette série-là qui a permis une reconnaissance du public pour les réalisateurs. Donc des Rob Bowman, des David Nutter, des gens comme ça, des Kim Manners, etc., quoi. Et même les scénaristes qui se sont mis ensuite à la réalisation, comme Chris Carter, Vince Gilligan, etc. Vince Gilligan, très bon exemple, hein, qui a créé ensuite Breaking Bad et Better Call Saul. Il a tout appris sur X-Files, et ça se voit d'ailleurs dans sa série Breaking Bad et Better Call Saul. Il y a des restes encore d'écriture et de mise en scène qui viennent directement de X-Files. Et d'ailleurs, il le dit lui-même en interview que voilà, ça a été vraiment une vraie école pour lui. Moi, quand je regardais la série et quand je découvrais les épisodes, je regardais c'est qui a écrit le scénario. Oui, c'était la première fois. Je me dis lui, j'aime bien ce qu'il écrit, j'aime bien ses scénarios. Donc on commençait à connaître des noms de scénaristes, alors que c'est souvent les mecs qui passent à la trappe. Les James Wong, les Glenn Morgan, les Darren Morgan. Dans les podcasts, justement, on a nos chouchous, hein, et on a ceux qu'on n'aime pas trop. Donc on aime bien critiquer aussi, parce que c'est vrai qu'on voit l'éthique d'écriture de certains scénaristes. Il y en a, on reconnaît leur façon de raconter une histoire, mais on reconnaît aussi leur thématique. Un Darren Morgan, par exemple, qui est absolument incroyable, qui est très acerbe et très ironique, qui est capable de vraiment retourner des tropes et classiques de X-Files pour s'en moquer, mais en même temps de dire quelque chose quand même de profond sur la série et en règle générale, quoi. Donc c'est pas que de la parodie. Donc s'il y a de la parodie, c'est vraiment, il y a plusieurs couches, et c'est assez incroyable, quoi. Alors, juste pour dire qu'il y a eu des stars de réalisateurs, on a Rob Bowman. Oui, Rob Bowman. Un peu mitigé, il a fait un très bon film, Le règne du feu. Oui, très bon film. Un très mauvais film, Elektra. Oui, alors mais alors ça c'était. Moi, je pense pas qu'on puisse dire que c'est de sa faute, hein. Parce que si on compte là-dessus, souvenons-nous que James Wong a réalisé Dragon Ball Evolution. Je l'ai noté aussi. Tu m'as grillé, mais j'ai noté Dragon Ball Evolution de donc on a un peu à boire et à manger dans tout ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc justement, ces scénaristes, ils ont apporté au niveau des ingrédients la fameuse mythologie. Oui. Alors en fait, oui, comme tu le disais tout à l'heure, il y a 2 types d'épisodes. Il y a les épisodes qu'on appelle mythologiques, qui sont l'histoire fil rouge, et les épisodes dits l'honneur, les épisodes indépendants. En fait, dans les années 90, donc c'est vraiment X-Files qui a lancé ça, mais ça a été repris par la suite comme structure narrative par d'autres séries, hein. Même dans Star Trek, par exemple, Deep Space Nine, Voyager, il y a un peu cette idée de fil rouge et d'épisodes indépendants, même si c'est moins marqué parce que c'est dans un contexte particulier de Star Trek, mais il y en a d'autres, hein, qui ont fait un peu le même chemin. En fait, oui, Chris Carter, à la base, son idée, c'était de faire une série qui fait peur. Qui fait peur en racontant des choses, en captant dans l'air ambiant du public américain de l'époque, qu'est-ce qui faisait peur. Donc, la paranoïa, les extraterrestres, le surnaturel, etc. C'était les creepypastas de l'époque, quoi, en fait, hein. Et oui, c'est exactement ça. Et en fait, il faisait peur, donc il s'est dit, les extraterrestres, c'est un bon point de départ, etc. Le personnage principal, Fox Mulder, sa sœur, elle s'est fait enlever par des extraterrestres, donc du coup, c'est un très bon fil rouge, un très bon moteur pour le personnage. Mais c'était censé être des épisodes indépendants. Et donc la saison 1 est plutôt très axée à un épisode indépendant, même s'il y a des épisodes sur une conspiration avec des extraterrestres, etc., où le gouvernement cache à la population l'existence des extraterrestres et même le fait qu'ils utilisent de la technologie extraterrestre. Bon, c'est un peu nébuleux. Et donc, mais tous les épisodes sont plutôt indépendants. Et même quand ça parle de ça. Et même s'il y a des épisodes, par exemple, on commence la saison par ça, on termine la saison par ça, et ça fait un petit cliffhanger, etc. Mais en fait, il y a un élément déterminant qui a poussé la mythologie à prendre beaucoup plus d'importance qu'elle ne l'aurait dû avoir à l'époque, c'est la grossesse de Gillian Anderson. Et plutôt que virer l'actrice
temporairement ou complètement. Dès la deuxième saison. Dès la première saison, elle était enceinte, enceinte à la fin de la première saison. Ça se voit un petit peu dans le dernier épisode. Ouais. Quand elle court, ça se voit un petit peu. Ouais. Et oui, parce qu'elle a accouché en début de saison 2, en fait. Pense que tu as des gens qui n'ont pas forcément tout vu, donc pense à oui, bien... J'essaye de pas spoiler en plus, ouais. C'est chaud, j'essaie de pas spoiler. Et donc, en fait, elle était enceinte en fin de saison 1, début de saison 2, donc il savait, grosso modo, qu'il allait falloir l'écarter un petit peu le personnage des épisodes pendant un moment, et ils ont eu l'idée d'enlever le personnage, alors par quelqu'un, puis ensuite peut-être par des extraterrestres, on ne sait pas, ça reste nébuleux, et le personnage est... alors déjà, ils ont fermé le bureau des X-Files, ce qui fait que les personnages étaient séparés, et du coup c'était plus Mulder qui était en avant, et Scully plus en backup, genre au coup de téléphone, oui alors j'ai regardé ton analyse, oui bah, je te donne l'information. Voilà, ça se résumait un peu à ça, elle se fait enlever. C'était cadré très haut. Voilà, comme ça on ne voyait pas, et on ne voyait pas que l'actrice était enceinte. Et donc le personnage se fait enlever, puis revient, et forcément le personnage qui se fait enlever, bah, ça donne lieu à un double épisode, voire un triple même si on compte son retour. Et ça a extrêmement bien marché. Ça a extrêmement bien marché au point où ils ont commencé à imaginer des sorties de VHS, à l'époque c'était des cassettes vidéo, et du coup ils les vendaient un peu comme des téléfilms à part, et ça aussi ça a extrêmement bien marché. Donc du coup forcément le succès et l'argent font qu'ils se sont dit bon ben ok, alors maintenant on va commencer chaque saison avec de la mythologie, mais aussi on va créer des doubles épisodes, deux doubles épisodes par saison, à peu près tous les 8 épisodes, donc une grande histoire sur cette toile de fond, quoi. Et donc ça s'est fait comme ça petit à petit, mais je pense que Chris Carter à la base ne pensait pas le déployer autant. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où l'agent Scully a disparu, et même un peu avant, avec la fin de la saison 1, il a commencé à imaginer une trame que raconte la mythologie. Parce qu'en fait, à l'époque, beaucoup de personnes pensaient que la mythologie, bon, c'était comme Lost, ça voulait rien dire. je taquine pour Lost, bien sûr. Et en fait, Chris Carter avait quand même un plan, vraiment un plan, et ça justement, si ça vous intéresse dans les podcasts, je décris un peu tout ça, et puis même sur mes vidéos sur YouTube. Et ce qui fait en fait qu'il fallait être très très vigilant sur les épisodes parce qu'il y avait des indices qui étaient distillés et des questions qui étaient posées, mais on avait les réponses peut-être 2 ou 3 saisons plus tard. Donc c'est marrant parce que quand on voit le public de maintenant qui n'est pas capable d'attendre 3 épisodes avant d'avoir une réponse à une intrigue lancée dans une série de streaming, on se dit waouh, qu'est-ce qui comment ça nous a appris la patience. Ah oui, clairement. Mais c'était une rétribution qui était très forte parce que si on se souvenait de l'épisode de la saison 3 quand on regarde la saison 6 qui est une réponse, waouh, on se disait putain, c'était enfin voilà, c'était très plaisant quoi. On se disait on est des enquêteurs quoi. On est comme Mulder et Scully, on a compris, on a fait le lien parce qu'en fait les scénarios nous prenaient pas pour des idiots en fait. Le scénario nous mettait pas le doigt dessus, il surlignait pas les choses. Il partait du principe qu'on avait tout vu, qu'on se souvenait, et puis que si on se souvenait pas, qu'on n'avait pas compris, bah tant pis. Tant pis, l'épisode qu'on regardait en soi était suffisamment intéressant, gratifiant pour qu'on ne soit pas vraiment frustré. Alors, quand je dis ça, j'exagère parce que, bien sûr, malgré tout, il y a quand même des épisodes qui étaient très frustrants. Malgré tout, au fur et à mesure des années, les mystères s'entassant et les gens commençaient un peu à décrocher, surtout quand certaines réponses ont été apportées, quoi. Donc, on a la mythologie. Ouais. Avec cette grande histoire de conspiration extraterrestre, le gouvernement, ils nous cachent des choses, ils sont là parmi nous, voilà. Et il y a aussi les loners, voilà, qui sont pour ma part mes préférés. Bah oui, en fait, moi c'est vrai qu'à la base je préférais la mythologie, mais c'est vrai qu'avec le temps, vu que la mythologie, les séries n'étaient pas destinées à durer 11 saisons, même pas 9. Même pas 7. À la base, c'était prévu pour 5. Même si, il a dit justement récemment dans une interview, Chris Carter, que à la base, il n'avait pas un plan sur 5 saisons qui pouvait continuer, etc. Et qu'en fait, les gens s'étaient bloqués sur cette histoire de 5 saisons parce que, en fait, il avait déclaré qu'il fallait atteindre la 5e saison parce que la 5e saison, ça veut dire 100 épisodes. Et ces 100 épisodes, ça veut dire que la série elle pouvait être vendue en syndication aux États-Unis. C'est en gros les chaînes locales américaines. Bon, ça rapporte plus de sous. Enfin bref, c'est leur principe, quoi. Mais ça ne voulait pas dire que son but, c'était de faire que 5 saisons. D'ailleurs, quand il a fait la saison 6 et 7, ça passait encore, quoi. Mais c'est simplement que, effectivement, à partir de la saison 7,
Chris Carter a fait 2 autres séries entre-temps, une qui s'appelle Millennium, qui est absolument géniale, en tout cas pour ces 2 premières saisons, surtout pour la saison 2. Ensuite, Archrim, qui était une excellente saison pour les 9 pauvres épisodes qui ont été faits, et qui aurait sûrement donné une grande série, je pense, de science-fiction. Et je pense qu'à ce moment, à partir de la saison 7, ils avaient dit tout ce qu'ils avaient à dire sur X-Files, ils étaient rincés, ils étaient dégoûtés d'avoir eu leur série précédente annulée, et que... la série, elle devait continuer parce que la Fox demandait à ce que ça continue. L'agent, le Fox Mulder, joué par David Duchovny, l'acteur, voulait partir. Donc ça a fait tout un... Il est parti d'ailleurs dans la saison 8 la moitié du temps, puis complètement dans la saison 9, même s'il est revenu pour le tout dernier épisode. Enfin bref, tout ça fait que ça a fait beaucoup un cumul d'inconvénients, d'embûches qui font que les saisons 8 et 9, même déjà un peu la 7, ça commençait vraiment à prendre l'eau. Et puis finalement, ou alors l'autre théorie, c'est qu'au fur et à mesure du temps ils deviennent nuls, parce qu'effectivement la saison 10 et 11, en ce qui concerne Chris Carter, on ne peut pas dire que alors qu'il avait vraiment eu toute l'attitude, tout le temps nécessaire pour écrire de bons scénarios, même pour le 2e film d'ailleurs, on ne peut pas dire que ce soit été des franches réussites, quoi. Donc, juste pour la chronologie, pour ceux qui sont pas habitués on a une continuité de quelle période, donc de 93 jusqu'à 2018, ouais. 2018. Les 2 dernières saisons, c'est 2016 et 2018. D'accord. Okay. Et le 2e film, c'est 2009. Oui. Voilà. Et donc pour revenir sur les l'honneur, oui, parce qu'en fait la question à la base c'était ça. Et les l'honneur, pour ceux qui ne savent pas, les l'honneur, c'est des épisodes c'est un épisode unique, sans aucun lien avec le reste. C'est une enquête. C'est une enquête sur tout et n'importe quoi. Début et qui a un début et une fin. Ouvert. Peut-être une fin, ouais. Une fin, des fois. Voilà. En fait, voilà, c'est là où le spectre surnaturel paranormal de la série va battre son plein, parce qu'absolument tous les thèmes de paranormaux. Et c'est pour ça que moi j'adore les Loners, parce que moi, en grand friand de films fantastiques, films de genre, et moi je regardais X-Files et je me disais, de quoi ils vont me parler? De loups-garous, de vampires, de possession, démons, enfin, et c'est ça que j'adorais, moi. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que des fois, on croit partir sur un thème et en fait, c'en est un autre. Ouais. Ça, c'est les meilleurs épisodes. Et en fait, à la base, d'ailleurs, c'est bien que tu en parles de ça. Pour moi, à la base, pendant longtemps en tout cas, X-Files est une série fantastique et non pas une série de science-fiction. Chris Carter, il détestait qu'on dise que c'était de la science-fiction. Mais oui, mais pour une raison simple, c'est qu'en fait, pendant, on va dire, les 5 premières saisons, on ne sait pas si les extraterrestres existent en fait. Tout ça, c'est une théorie. Tout ça, c'est est-ce que c'est le gouvernement qui fait genre? Est-ce que c'est Mulder qui a tout imaginé? On a un vrai doute pendant les 5 premières saisons. C'est le film Fight the Future qui est sorti en 1998 entre la saison 5 et 6 qui répond clairement à la question en disant oui, bien sûr, il y a des extraterrestres, que voilà, donc à partir de la saison 6, vraiment, on commence à basculer un peu dans la science-fiction, c'est-à-dire que c'est fantastique et science-fiction, mais je pense qu'on peut dire que principalement, même s'il y a des épisodes de SF quand même, des trucs d'intelligence artificielle pétés, avec des scénaristes comme William Gibson, qui a fait Kill Switch et un épisode horrible en saison 7 dont je vais taire le nom. En fait, voilà, à part quelques occurrences comme ça, c'était quasiment que du fantastique, et c'est ça qui est intéressant, quoi. Faire du fantastique avec un thème de SF. Et ça, vraiment, c'est ça qui a vraiment beaucoup marché, je pense, dans le thème, parce que l'idée, c'était pour faire peur, on devait se demander, et si c'était vrai? Et pour que ce soit vrai, enfin, pour qu'on puisse imaginer que ce soit vrai, il faut qu'on puisse avoir un doute de ce qu'on nous présente, et du coup, de notre réalité à nous, en disant « Ah, mais en fait, ce que j'ai vu dans X-Files, peut-être que c'est vrai, quoi !» Il y a l'épisode Quand vient la nuit de la saison 1, c'est avec des petites araignées microscopiques vertes qui nous bouffent et tout. Moi, j'habitais en campagne. Quand je rentrais le soir, parce que bien sûr, j'allais regarder donc X-Files chez quelqu'un qui avait le satellite. Quand je rentrais la nuit, chez moi, j'étais avec les petits insectes partout, j'étais pas rassurée, je peux vous dire. Donc voilà, c'était vraiment des épisodes. Et en plus de ça, donc il y a eu des épisodes, comme je disais, décalés par rapport à la série. Donc c'est les fameux épisodes de Darren Morgan, mais après d'autres s'y sont mis. C'est-à-dire que la série a commencé à devenir aussi une comédie, avec des épisodes absolument second degré, mix, premier degré et demi. Des fois on sait pas trop. Des épisodes vraiment, tous les épisodes de Darren Morgan déjà de toute façon, c'est tous des perles. Chris Carter a eu aussi ses bons épisodes là-dessus. Il a aussi eu ses mauvais. Il y a eu Vince Gilligan qui en a fait des bons. Donc il y a quelques scénaristes comme ça qui sont aussi mis à faire des comédies. Alors soit des franches comédies, soit des épisodes qui s'amusaient à parodier et du coup analyser X-Files de l'intérieur, quoi. Notamment, alors il y a Le Seigneur du Magma de la saison 3 qui est parfait et qui en plus donne des vrais indices en fait sur la mythologie extraterrestre. Malgré son côté gaudriole, il y a des vrais indices dedans. Et puis même Chris Carter
qui a fait un épisode qui s'appelle Les Amants Maudits en saison 6. C'est un épisode de Noël avec des fantômes de Noël. Et où du coup, on analyse le couple de Mulder et Scully parce que pendant longtemps, ce couple homme-femme était donc platonique. Et bien sûr, il y a une tranche des publics qui espéraient vraiment qu'il se passe un truc entre les deux. Bon, bah, finalement, ils ont cédé sur ce point-là. Pour ceux qui connaissent pas trop X-Files, donc on a ce fameux couple duo. Et pendant des saisons et des saisons, tout le monde se pose la question, mais est-ce qu'ils vont avoir une relation? Chris Carter ne l'avait pas pris comme ça. C'était vraiment une relation professionnelle. Platonique au tout début. Ouais. D'ailleurs, ils ont essayé de donner des personnages, des love interest pour Scully et pour Mulder. Et à chaque fois, ça marchait. Enfin, c'était rejeté par le public parce que X-Files, au plus, c'était une des premières séries, enfin, voire la première série en dehors de Star Trek, où en fait, les fans pouvaient utiliser Internet parce qu'Internet, au début des années 90 aux États-Unis, ça commençait seulement à se développer. Et du coup, les scénaristes lisaient les forums et les commentaires et les retours des spectateurs et interagissaient même avec eux, quoi. Et ils ont pu avoir justement en direct les retours en se disant non, bah finalement on va pas faire ça, on va continuer autrement. Ouais, mais du coup la symbiose a fait qu'il y avait des clans. Il y avait des clans, il y avait le clan des shippers. Les shippers, c'était les... Bah, c'est pour la relation entre Mulder et Scully, les relationship. Et les no homo, no romance. Voilà, pas de romance. Et les fan-sitters, c'est les gens qui s'en foutaient en fait. Ouais. Tant que le scénario était cool, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Exactement, moi j'étais plutôt de cette catégorie-là, j'avoue. Pareil. Je me dis, bon, en fait, je veux dire, comment... Moi, je suis David Duchovny. J'ai Gillian Anderson à côté de moi. Mais bien sûr que je craque. Ah bah. Évidemment, quoi. C'est impossible. Les acteurs avaient tellement de charisme que c'est normal que le public... Bon, à force de dire les extraterrestres n'existent pas, non, ce n'est pas... Voilà, je sais pas. Peut-être qu'à un moment donné... Ouais, c'est vrai, ça. Mais en tout cas, à la base, Chris Carter ne souhaitait pas avoir une romance. Mais encore une fois, la série ayant duré plus que de raison... Bon, bah, c'est normal qu'à un moment donné, il s'est parti là-dessus que la série... On peut faire un petit vote, là, à main levée. Qui c'est qui était pour une relation avec Scully et Mulder? Non. Ah, deux quand même. Deux. Et ceux qui ne voulaient absolument pas? Ah ouais. Ah, il y en a beaucoup plus, mais c'est normal. C'est normal parce que, en fait, les épisodes... Ah non, on a oublié. Et qui s'en fout? Qui s'en fout. Voilà. Mais en fait, oui, à partir du moment où la relation a commencé à être consommée, les épisodes, les scénarios ont tourné un peu trop sur les personnages plutôt que sur les histoires, sur les intrigues, sur le concept de base. Donc c'est normal que... voilà quoi. En fait, c'est Joss Whedon qui disait il faut donner au public non pas ce qu'il veut, mais ce dont il a besoin. Et ça, Chris Carter, je crois qu'il n'avait pas entendu cette citation. Ah, peut-être que... Ou peut-être qu'il a entendu qu'il s'en foutait, lui. Exactement, aussi. Exactement. On peut se poser effectivement, du coup, on peut parler de séries cultes. Je crois, je pense, ouais, quand même. Je m'avance pas trop. Ouais, là, il y a moyen. Attends, il y a eu près de 25... L'épisode le plus regardé, je crois qu'il y a eu 25 millions aux États-Unis. Ouais. Et en France, on a tapé des 6-7 millions, quoi, à un moment sur M6. Quoi. Sur les plus hauts chiffres. C'est ouf, quoi, même. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et le côté culte de la série, c'est quoi le monde de la série après X-Files, avant et après X-Files? Alors en fait, c'est intéressant parce que, comme je disais, pendant longtemps, X-Files, et en tout cas Chris Carter et ses séries, parce que Millennium aussi, même si elle a été boudée, qu'elle n'a pas eu ce succès qu'elle méritait, techniquement, les acteurs, réalisation, scénario, enfin tout était parfait. Donc Chris Carter et X-Files étaient au sommet de la pyramide pendant... jusqu'en 98, quoi. Après, il y a eu Oz sur HBO, après il y a eu Les Sopranos, et c'est au moment-là où X-Files a commencé à dévisser justement un petit peu, et à partir du moment où il y a eu ce qu'on appelle le nouvel âge d'or des séries télé à cause d'HBO, c'est là où la série elle a commencé vraiment je sais pas... Ouais. Ok. Grâce, pas à cause. Donc grâce à HBO. Ouais, mais là j'étais du côté de X-Files, mais oui, tout à fait. Oui. Donc toutes les séries de HBO font que oui, après en termes de réalisation, c'était dépassé, quoi. David Chase avec Les Sopranos, c'était quand même une sacrée écriture. Enfin, c'est pas la même série aussi, évidemment. Mais donc, bref, je pense que quand même X-Files a beaucoup aidé aussi d'autres séries après à voir le jour. Alors, il y a eu à boire et à manger. Hein. Il y a eu des trucs plutôt mauvais ou plutôt moyens. Genre, moi, je pense au Caméléon, par exemple. Ce genre de trucs, moi, c'est pas trop ma came, quoi. Je trouve que c'est un peu trop
un peu trop, voilà, on surfe sur la vague. Après, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a beaucoup aussi de scénaristes, de réalisateurs qui sont repartis qui ont essaimé, oui, tout à fait. Howard Gordon avec 24, Vince Gilligan avec Better Call Saul et Breaking Bad, dont on en a déjà parlé. Il y a eu Kim Manners, le réalisateur, qui a fait son Supernatural. On a David Nutter aussi sur Game of Thrones. Voilà, mais David Nutter, il faisait déjà beaucoup de séries différentes. Il n'était pas que sur X-Files. C'était le chef des pilotes. Ouais, il a créé tous les pilotes, Arrow, Flash. Voilà, en fait, dès que vous avez un pilote à faire, vous appelez David Nutter parce que vous savez que ça serait bien. Voilà. Oui, il y a eu plein de gens comme ça qui ont. Franz Potnies, bon, même si j'aime pas trop ce qu'il fait, il a quand même fait des trucs. Man in the High Castle. Oui. Producteur. Il a refait justement un remake de Kolchak, qui était nul, mais il a essayé. Voilà. Il y a Glenn Morgan et James Wong, où ils ont fait des trucs. La nouvelle version de la 4e dimension. Oui. Ils ont fait des trucs cool. Destination Finale. Destination Finale, oui, tout à fait, qui devait être un épisode d'X-Files à la base en plus. Voilà. Oui, ils ont fait des trucs cool, ils ont fait des trucs moins bien. Qu'est-ce que j'ai noté de pas bien, moi Dragon Ball Evolution. Ouais, voilà, c'est le seul truc. Après, Glenn Morgan, il a fait Villard et Black Christmas 2006. Alors, c'est des films qui sont conchiés, mais moi je les aime plutôt bien. Ah non, ils sont plutôt sympas. Ouais, mais non, mais ça reste deux remakes, hein. Je crois que Villard c'est un remake. C'est un remake, tout à fait. Et Black Christmas aussi, mais il y a plein de gens qui les détestent, ces films. Alors que moi, je trouve que ça va, quoi. Ouais, pareil, je suis d'accord. Peut-être parce qu'on aime bien Glenn Morgan, je sais pas, mais ouais. Je trouve ça va. Et donc, il a bossé aussi sur la nouvelle version de la 4e dimension, que ça va. C'est pas nul, mais c'est vrai que c'est pas... Alors, une question qui peut fâcher ou pas, est-ce que c'est culte, mais est-ce que la série est ancrée dans son époque ou c'est une série visionnaire ? Alors, les deux, je pense, parce que... Alors, oui, elle est ancrée dans son époque parce qu'effectivement, ça prenait les peurs des années 90. Ah non, elle est ancrée dans son époque parce que déjà, il y avait des téléphones comme ça. Oui, et puis aussi des coupes de cheveux pas possibles, et puis des fringues. Donc là, on est dans les années 90. Mais en termes d'écriture, oui, évidemment, ça prenait les thématiques voilà, comme je disais tout à l'heure, des peurs de l'époque, etc. En plus, il y avait la chute du mur, le CERSS qui tombe, donc une époque un peu où tout est cool, entre guillemets, pour les Américains, mais où quand même il y a de l'incertitude. Et c'était la fin du millénaire qui allait arriver. C'est pour ça qu'ensuite Chris Carter a créé Millennium, d'ailleurs. Il s'est dit, ah mais ouais, tiens, du coup, je vais dériver cette thématique-là qui est un peu présente dans X-Files. Je vais lui donner sa propre série parce que ça peut être un truc intéressant. Et vraiment, je vous invite à regarder Millennium si vous n'avez jamais vu Millennium. Ensuite, donc pour tous ces aspects-là, elle est ancrée dans son époque. Et ensuite, elle est visionnaire parce que le personnage de Scully, personnage féminin égal au personnage masculin. Alors, malheureusement, pas l'actrice, qui n'était pas payée aussi bien que David Duchovny. On ne sait pas vraiment... Enfin, au début, ça se comprend à la rigueur, parce que Duchovny a déjà une carrière, alors que Gillian Anderson est une inconnue au tout début. Mais avec le temps, même pour le revival... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Gillian Anderson a une carrière de dingue, et au niveau du revival en 2016, elle n'était encore pas assez payée par rapport à Duchovny, un truc de ouf. Elle a dû râler pour que ça se fasse. Ça s'est fait, mais il a fallu qu'elle le demande, ce qui n'est pas normal en fait. Enfin bref. Donc ce côté-là, il y a eu ce qu'on appelle le Scully Effect, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes justement qui se sont dit, tiens, je peux devenir scientifique, je peux devenir docteur, agent du FBI, pourquoi pas. Enfin, peut-être pas chez nous, mais... Et donc voilà, si vous voulez devenir agent du FBI aussi, d'accord. Oui. C'est où que je m'inscris. Et donc en ça, il y avait un côté un peu visionnaire, et puis aussi dans le côté feuilletonnant. Parce que oui, à l'époque, ça se faisait pas trop le feuilleton. Il y a eu des prime time soaps comme Dallas, même Twin Peaks, etc. Mais c'était vraiment pas du tout la norme. Parce que à l'époque, les gens, ils pouvaient pas suivre. Si on rate un épisode, c'est foutu. Après l'arrivée des magnétoscopes, des vidéoclubs, ont changé un peu ça. Les chaînes câblées qui faisaient des rediffs. Et puis du coup, c'est ça qui fait que ça a un peu enclenché un peu la mode ça l'a anticipé en fait, la mode des feuilletons qu'on a maintenant, parce que maintenant c'est normal d'avoir un truc avec le streaming, on a accès à tous les épisodes, donc on peut se permettre du feuilleton, c'est pas grave, on peut pas rater un épisode. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, du coup, là-dessus, c'était un peu avant-gardiste. Après, au niveau des thèmes aussi, c'était un peu avant-gardiste parce qu'il y a des épisodes qui nous parlent de Creutzfeldt Jacob, c'était avant La Vache Folle, des choses comme ça. Le pilote de la série The Lone Gunman, qui est la série dérivée de X-Files, le pilote qui se passe avec une histoire d'un attentat terroriste avec un avion qui est crashé dans le World Trade Center à New York 6 mois avant que ça arrive pour de vrai. Ça, c'est fou. Ça, c'est quand même fou. Et non, mais le plus fou, c'est que il est dit dans l'épisode que c'est pour lancer une guerre avec un dictateur du Moyen-Orient pour vendre des armes.
Donc c'est très visionnaire. Donc en fait, c'est visionnaire un peu en surface, mais en vrai, les idées étaient déjà dans l'air, quoi. Ils sont pas allés. En fait, c'est pour ça que c'est à la fois visionnaire parce qu'effectivement, ça anticipait des trucs concrètement, mais un peu comme les Simpsons. Mais c'est parce que tout simplement, les idées sont dans l'air, quoi. Et c'est en ça qu'ils ont réussi à capter leur époque, et c'est en ça qu'ils étaient vraiment bien ancrés dans leur époque, et que peut-être avec le revival, ils l'étaient un petit peu moins, quoi. Alors, on peut parler de la petite anecdote sur un épisode où Scully va téléphoner à Internet. Mais ça, c'est une mauvaise traduction française, bien sûr, parce qu'en fait, dans la version originale, si je me souviens bien, elle demande on va appeler l'opérateur, quoi. On va appeler AT&T ou je sais plus qui, un truc comme ça. Et ça a été traduit en France par on va appeler Internet. Ce qui évidemment fait un mème plutôt savoureux qu'on utilise régulièrement, j'avoue, parce qu'il est vraiment, c'est merveilleux. On peut aussi se poser une question qui peut paraître bizarre, mais est-ce qu'on peut considérer que Mulder et Scully sont de bons agents? Alors, c'est marrant, quand tu m'as posé la question, j'y ai réfléchi, je me dis, bah oui. Ah bah non. Bah oui. Non. Mais si, en fait, j'ai compté à peu près. Alors, j'ai compté à la louche le nombre d'épisodes où, en fait, ils résolvent l'enquête. Il y a à peu près quand même les 2 tiers de la série où ils résolvent les enquêtes. Et 1 tiers où, pas vraiment, ils n'ont pas tout compris. Alors, c'est souvent la mythologie, du coup, mais pas que. Il y a aussi des épisodes de l'honneur où ils n'ont vraiment rien capté. Mais en fait, et sur les 2 tiers, alors, le truc, c'est que d'un point de vue administration, c'est différent. C'est-à-dire que Mulder et Scully, ils ont compris ce qui s'était passé, ils ont peut-être participé au fait d'arrêter le méchant d'une manière ou d'une autre, soit il est mort, soit autre chose, enfin d'empêcher une catastrophe, on va dire. Mais du coup, par contre, dans les rapports, ils peuvent pas le dire tel quel, quoi. Bon, alors c'est un fantôme qui a tué machin, ils peuvent pas vraiment le dire comme ça. Donc du coup, d'un point de vue administratif, on peut dire que leur taux de résolution, il serait peut-être de 20%, un truc comme ça, genre où il y a une condamnation, il y a un mutant qui mange des foies, il est enfermé, il y a un procès, d'accord. Promis, et puis après, il dit promis, j'arrêterai. Oui, et puis c'est bon, il sort. Et après, il sort. Mais tout ça pour dire, voilà, la première enquête, on peut se dire, sur le dossier, c'est bon, c'est tamponné, c'est bon, Skinner, il est d'accord. Skinner, c'est le chef de Mulder et Scully, pour ceux qui ne savent pas. Et donc voilà. Et sur ces 2 tiers, voilà, on peut imaginer quand même qu'il y a une bonne moitié où effectivement, ils ont compris, ils ont arrêté le méchant, mais ils peuvent pas le dire, c'est pas officiel, etc., quoi. Donc, moi, je pense que si on fait un ratio avec la vraie police, avec les vrais agents du FBI, je pense que s'ils arrivaient à 30% de résolution de leurs affaires, je pense que ça serait considéré comme des bons agents, quoi. Il y a un article qui était sorti, je crois que c'était l'année dernière, sur, par exemple, vous savez, les Law and Order Special Unit Victims, New York Unité Spéciale, donc l'unité de New York qui s'occupe des viols et des affaires sexuelles. En fait, leur taux de résolution, il est de moins de 10%, quoi. Ah oui. Alors que quand on regarde les séries, on a l'impression que c'est 90% qui est résolu, quoi. Donc ça vous donne quand même une idée une dichotomie entre la réalité et ce qu'on projette en fiction. Donc se dire que Mulder et Scully, ils réussissent 1 tiers de leurs affaires, moi je trouve que ça va. Hein. Donc on maintient Moi c'est des bons enquêteurs quand même. D'accord, on maintient les X-Files, très bien. On peut aussi parler, et c'est peut-être problématique avec notre époque, mais cette histoire de complotisme des années 90 avec maintenant. Ouais, alors il y a une rumeur de nouvelle série qui doit être faite par Ryan Coogler. Et en fait, tout le monde se demande, mais alors, au-delà du fait que ça va être dur de recréer une alchimie d'un casting incroyable comme Duchovny Anderson, mais c'est quand même super chaud de parler de conspiration et de complot en 2024, quoi. C'était pas du tout le cas. Enfin, il faut se dire qu'à l'époque, dans les années 90, les gens, pour eux, c'était du folklore. Personne ne prenait ça au sérieux, quoi. Il y a eu des groupes d'extrême droite comme le Front National qui avaient repris les slogans de X-Files pendant un temps. Il y a eu même un article de Libération sur le sujet. J'ai moi-même eu des tracts dans la boîte aux lettres là-dessus. La vérité est ailleurs, le gouvernement nous ment, Front National. Mais en fait, les gens, c'était du folklore, et même s'il y avait des histoires de conspiration, le vaccin là, il y a des trucs extraterrestres dedans, il faut pas se faire vacciner. Dans la série, ils disent des trucs comme ça, mais il y a toujours un petit truc qui permet la pirouette pour dire ah oui, mais c'est dans un contexte particulier, c'est pas les vaccins en général. Il y a toujours une pudeur entre guillemets, une précaution des scénaristes pour pas dire
tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, un des bons exemples, je trouve, et qui aurait dû être poussé encore plus loin, c'est dans le film Fight the Future. Il y a un personnage qui s'appelle Alvin Kurzweil, qui est un informateur, qui est un gros conspirateur, pas un conspirateur, il dit faire partie des conspirateurs. En fait, c'est un gros complotiste, en fait, et il pense donner des informations à Mulder, mais en vrai, c'est un gros complotiste, genre, comme on l'entend en 2024, par exemple. Et il y a des scènes qui auraient dû être tournées, qui ont été coupées, retirées du truc, où en fait, on se rend compte qu'il est même un peu antisémite, quoi. Et en fait, le complotisme d'extrême droite n'est pas du tout dans X-Files, en fait. Moi, c'est un truc que je me suis posé la question souvent, parce que quand je faisais des vidéos sur YouTube, je me suis dit, je vais attirer tous les tarés dans les commentaires, quoi. Et en fait, non. Et je me suis demandé pourquoi. Mais en fait, c'est parce que X-Files, de base, c'est une série un peu de gauche, la gauche américaine. C'est Chris Carter, il est démocrate. Et d'ailleurs, ça se voit dans le bureau de Skinner, quand il y a un président démocrate, le poster, l'image du président est dans le bureau, quand c'est Bush, il n'y a plus personne. Hein, et d'ailleurs, même ils font une blague dessus dans le deuxième film. Et quand il y a Trump, j'en parle même pas. Donc oui, l'orientation politique de la série, enfin en tout cas de son créateur, elle est plutôt claire. Et surtout, Mulder ne peut pas être récupéré par l'extrême droite et par les complotistes de maintenant pour une bonne raison. C'est que Mulder, en fait, lui, il cherche la vérité. Il cherche pas des informations qui vont le conforter dans ce qu'il pense. Ce qui est la majorité des cas des complotistes de maintenant. En fait, les mecs, ils ont une opinion et ils vont inventer n'importe quelle théorie pour dire j'ai raison, en fait. Peu importe si en fait tu me prouves que j'ai tort, je vais inventer un truc encore plus farfelu derrière pour pas changer d'opinion. Mulder, il est pas du tout comme ça. Mulder, on lui prouve, on lui dit, ou même on lui émet une théorie comme quoi ce qu'il pense c'est peut-être de la merde, et il va dire ok, il va prendre du recul et il va changer de théorie. Et ça arrive très souvent dans la série, dans les loners, et notamment dans la conspiration. Pendant la saison 5, il va plus croire aux extraterrestres. On va lui amener des preuves sous le nez qui vont le faire vraiment douter, et il va se dire ah ouais non, en fait j'ai été con, quoi. Il est capable d'autocritique, ce que ne sont pas capables les complotistes de maintenant. Et en fait, en ça, je pense que l'ADN de la série fait que les complotistes de maintenant, même s'ils ne comprennent pas, parce que tu vois, les mecs, ils prennent des mèmes de Matrix pour montrer à quel point ils n'ont pas compris ce auquel ils font référence, quoi. Mais même pour X-Files, je pense que finalement, c'est assez fort dans l'ADN de la série de montrer qu'en fait, il y a du doute, qu'il y a Scully qui est scientifique, qui, elle, va accepter le paranormal à partir du moment où elle a réussi à avoir un cheminement de pensée de méthode scientifique, c'est-à-dire tester, comprendre, etc., comparer, blablabla. Enfin, cette façon de réfléchir-là qu'il y a dans X-Files n'est pas complotiste compatible à partir à maintenant. Ouais. Et à l'époque, c'était donc, comme je disais, c'était pour s'amuser, c'était du folklore. Personne ne prenait ça vraiment au sérieux, quoi. On se disait pas le gouvernement nous ment. Si, on sait qu'il nous ment sur certaines choses, mais il ne cache pas des extraterrestres, il fait pas des complots pour nous tuer, il fait pas des trucs comme ça. Ils font des trucs beaucoup plus simples, genre piquer le pognon, des trucs vraiment très basiques. En vrai, il n'y a pas de... Comme disait, c'est Michel Rocard, j'aime beaucoup cette citation parce que c'est très à propos. C'est en fait être un conspirateur, mener une conspiration, il faut être un esprit vraiment très très brillant. Et en gros, il disait que ça n'existait pas trop vraiment dans ces sphères-là. Donc les complots, ça n'existait pas trop. Et je me souviens plus de la citation, mais en tout cas, elle était assez bonne. On voit où tu vas venir. C'est exactement ça. Mais c'est vrai, en fait, de toute façon, ça se voit. Si vous voyez, regardez ce qui s'est passé en Irak, quand les gens disaient oui, il y a des armes de destruction massive. Je veux dire, personne n'est dupe. Dès qu'il y a un truc un peu caché, au bout d'un moment, ça ressort toujours à un moment donné. Donc voilà, cacher une vraie conspiration, ça serait complètement fou, quoi. Enfin voilà. Ok, très bien. Tu m'as convaincu sur tout ce que tu as dit. Hein. Bravo, bravo. Alors on va terminer un petit peu. On arrive sur la fin. On a parlé de ce que sont devenus plus ou moins les réalisateurs scénaristes. Que devient Chris Carter ? Est-ce que tu l'as eu au téléphone dernièrement ? Non, je connais des gens qui ont le 06. J'en connais, mais moi je l'ai pas. Alors en fait, oui, Chris Carter, le pauvre, c'est-à-dire que, comme je disais, je pense qu'il est dégoûté de ces échecs que sont Archrim et Millennium. Alors Lone Gunman, je pense qu'ils s'en foutaient, parce qu'il a mis son nom sur la série, mais en vrai, c'est plutôt ses trois autres compères, Spotnitz, Gilligan et Shiban, qui sont occupés de la série. Lui, il a juste mis son nom pour mettre son nom, quoi, parce que c'était une série dérivée de X-Files, mais... Du coup, je pense que ça va pas du tout. Là, il fait plus rien. En fait, il a lancé, c'était sur Amazon, je crois, je me souviens plus, une série qui s'appelait The After. Donc, il a fait juste le pilote. Alors, je l'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était pas mal.
Et puis ça n'a pas été retenu en fait. Et je pense que ici, il est retourné à X-Files avec le revival parce que c'est le seul cadre qui lui permettait encore de s'exprimer, de faire un truc un peu artistique, un peu comme David Lynch avec Twin Peaks finalement. Et puis voilà quoi. Donc là maintenant, là il fait une exposition en Californie où en fait il montre ses tableaux, son bricolage, il fait des trucs, il fait d'autres trucs quoi. Bon, écoute. Il a tourné, je pense qu'il a clairement tourné la page. Ah, bah, après, tant mieux, hein, c'est l'homme. Oui. Bah, Pour moi, c'est l'homme d'une série, ça reste X-Files. Hein. bah, Moi, je suis c'est moins ça. Millennium comme toi, mais. c'est ça qui est triste parce que ouais, Millennium était quand même une bonne série, mais ce qui a rendu la série exceptionnelle, c'est pas lui qui l'a fait, c'est Glenn Morgan et James Wong. Donc oui, on peut dire que c'est l'homme d'une série, alors que ça aurait pu être l'homme de deux séries au moins, parce que Archerine partait bien, je pense. J'ai pas regardé du tout. C'est là pour le coup, c'est de la vraie SF. Je vais regarder ça. Et c'est vraiment, ouais, je pense que ça aurait été vraiment une bonne série. Et puis c'est viandé avec le deuxième film, quoi, qui est plutôt raté. Avec dans le revival, les saisons 10 et 11, bah, il y a des bons épisodes, mais en tout cas, c'est pas les siens. Donc c'est quand même, quand on est le créateur d'une série et que c'est toi qui écris les pires épisodes des dernières saisons, ça la fout mal, quoi. Après, ce qu'on peut peut-être dire la prouesse, je sais pas si ça a déjà été fait, est-ce qu'une autre série a fait une série et un film? C'est-à-dire, bien sûr. Oui, exemple. Bah, Twin Peaks. Ah oui, Twin Peaks. Bah, il y en a eu plein, Star Trek. Ouais, mais alors, qui ont un lien avec l'histoire. En fait, c'est une sorte de continuité. C'est comme si on avait un épisode oui, j'ai compris. Au cinéma. Bah si, Star Trek quand même, parce que t'as des films qui sont la suite d'épisodes de certaines séries. D'accord. Mais effectivement, Twin Peaks, qui est s'intègre complètement dans la narration d'une série qui est déjà un feuilleton. Sinon, oui, il y en a d'autres. Je les ai pas en tête là. Tu les as pas en tête, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a. Ça se fait de plus en plus, donc oui, bien sûr. Et on va parler de notre duo. Gillian Anderson et Duchovny, ils ont fait plein de trucs. Oui, eux, ils ont fait plein de trucs. Eux, par contre, ils ne sont pas arrêtés. Hein. J'ai même plus l'impression qu'elle a beaucoup plus. C'est pour ça que c'est un scandale que c'est elle qui devrait être payée plus que oui, c'est clair. Maintenant. Oui, parce que là, elle fait tellement de séries. Elle a fait la série The Fall, excellente. The Crown aussi, The Crown. Hannibal. Là, elle fait un téléfilm sur Netflix. Sex Education. Géniale série. Elle est très Netflix, hein, Gillian Anderson. Ouais, elle est corporate. À fond. D'ailleurs, ils ont fait des super pubs sur Gillian Anderson, justement Netflix, des gros billboards aux États-Unis, assez marrant. Ouais. Par contre, lui, je vois un peu moins. Il a fait Californication, qui est une série un peu d'un écrivain un peu raté qui court les jupons. Et il a fait la série Aquarius où il joue un flic, un agent du FBI, ou un flic, je sais plus. C'est bizarre. 70, oui. Mais il est très différent de Mulder. Il a une coupe à la brosse et c'est un peu un con dans cette série. Ouais, mais il doit avoir la tête de l'agent du FBI. Et il est revenu dans Twin Peaks pour. Denise. Denise tout court. Denise tout court, d'accord. Et voilà. Oui. Il avait une carrière musicale, il a sorti 3. Oui, et des romans aussi. Oui, donc ouais, effectivement, il fait des concerts régulièrement, il a des albums qui marchent bien, et surtout, il cartonne en librairie avec son dernier roman qui s'appelle Je sais plus quoi, Water, et il va l'adapter même, je crois. Alors, je sais pas s'il va l'adapter lui-même, mais en tout cas, son livre va être adapté en film prochainement, en tout cas. Et celui d'avant sur les vaches aussi, il a été acheté Ouais. par Disney. Ouais. Donc en fait, oui, parce que David Duchovny, c'est quand même une tête littéraire à la base. Il a fait des grandes études littéraires, donc c'est pas étonnant finalement de le retrouver là-dessus, quoi. Et en plus, on l'a pas dit, mais David Duchovny a quand même participé à pas mal d'épisodes et des fameux épisodes. Il a écrit et réalisé des épisodes vraiment géniaux, quoi. Donc qui sont à la fois drôles, parce c'est quelqu'un de très drôle, et aussi un peu touchant, quoi. Alors que Gillian Anderson, elle a réalisé un épisode et écrit et réalisé un épisode. Alors c'est plus mitigé, hein. Je dirais pas que c'est pas bien, mais parce qu'il a ses fans, c'est un épisode très new age, etc. Faut aimer, mais voilà. Mais en tout cas, Duchovny, lui, il a écrit et même participé à des épisodes mythologiques, quoi. La colonie, par exemple, dès la saison 2, quoi. C'est lui dans la saison 3 aussi, il a participé à plein de trucs. Il fait de la musique, il joue un instrument ou il chante Il chante, il compose. Et il joue de la guitare. Et quel genre? Il a joué il y a quelques années Ah. à la Rock Hall. Ah, ok. C'était voir, c'est très sympa. Ah, cool. Et c'est quoi comme style? C'est de l'Americana. Ok. Du Folk. Ouais. Américain. C'est ok. pour ça que nous, on l'écoute pas trop chez nous, quoi. Non, ça passe mais pas trop sur le thème. c'est vrai que culturellement, c'est un type de musique qui perce pas trop chez nous. Non. Mais voilà, je sais, moi, je connais quelqu'un qui est aussi allé le voir régulièrement dès qu'il vient à Paris. Ah, Voilà, parce il tourne de temps en temps, quoi. ok. Enfin, pour nous, il a fait 2 concerts à Paris et un concert au Luxembourg, je crois. Je crois qu'il en a fait encore un autre l'année dernière, il me semble. Oui, alors pour le dernier album. Il n'en a pas fait pour le deuxième. D'accord. D'accord.
Et on va finir avec c'est quoi la suite de X-Files après toutes ces années, ces films, ces saisons? En fait, oui, le problème de X-Files, c'est que c'est une série qui a trop duré, qui, pour ma part, aurait dû s'arrêter en saison 5 ou 6. Ça aurait été parfait. Et qui a trop duré, et du coup, ça va être compliqué de faire une suite. Donc la série... En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc l'année dernière, c'était l'année dernière, Chris Carter donc, a annoncé dans un podcast qu'en fait, Ryan Coogler était allé le voir pour lui demander sa bénédiction pour faire une nouvelle série X-Files. Donc visiblement, d'après ce que j'ai entendu aussi d'autres sources, Disney serait vraiment intéressé pour faire une nouvelle série X-Files, mais on ne sait pas sous quelle forme. Est-ce que c'est un remake? C'est-à-dire un remake, on refait X-Files avec d'autres acteurs, d'autres Mulder et Scully castés différemment. Ça me semble très bancal comme solution, parce que je pense que tout le monde va rejeter ça, parce qu'à quoi bon? À quoi bon? Est-ce que c'est donc une suite, une legacy sequel, donc avec d'autres personnages, mais qui reprennent vraiment, qui s'intègrent dans ce qui a été fait précédemment? C'est compliqué parce que, comme je le disais, les derniers épisodes, la mythologie, ça a pris un peu l'eau, quoi. C'est beaucoup moins intéressant et c'est difficile de repasser derrière. Donc c'est assez compliqué. Et puis, faire un retour avec Duchovny Anderson, ça me semble aussi compliqué, parce que bon, maintenant il commence à se faire un petit peu vieux, c'est tout à fait possible, hein, mais... Alors il faut savoir que Gillian Anderson, pour la saison 11, elle avait déjà dit que la saison 11, ça serait sa dernière. En gros, elle l'a fait par amitié, j'imagine, envers Chris Carter et sûrement Duchovny, de faire cette saison 11. Et ce qui aurait dû peut-être être une conclusion. Mais Carter, c'est un malin. Lui, il a fait un gros cliffhanger. Il pensait qu'il aurait une saison 12 pour continuer. Donc en fait, le dernier épisode qu'on a vu n'était pas prévu pour être le dernier épisode, en fait. Il était censé avoir quelque chose. Et le fait qu'Anderson dise « Non, moi, je reviens pas ». Déjà, j'avais dit que je revenais pas. Et en plus de ça, ce que tu m'as pondu comme dernier épisode, c'est absolument dégueulasse, c'est nul à chier. Donc c'est hors de question que je me compromette avec ça, quoi. En gros, elle l'a pas dit comme ça. Mais... dans ce qu'elle disait, en gros, elle disait non, moi j'ai dit que je revenais plus, je reviens plus. Et en plus de ça, la seule condition qui ferait que je revienne, c'est qu'on change les scénaristes. Qu'on change les scénaristes, pas que Chris Carter, mais aussi qu'on change les scénaristes, par exemple, qu'on mette plus de femmes et puis des minorités sûrement. Parce que c'est vrai que d'un point de vue féminin, il y a des manques. Scully est plutôt un personnage plutôt bien écrit. C'est vrai qu'il y a des épisodes quand même, des fois, surtout sur la fin, où il y a des trucs, on sent que s'il y avait eu un point de vue féminin avec les scénaristes, parce qu'en fait il y a eu très peu de femmes, il y en a eu genre 2-3 qui ont fait 2-3 épisodes par-ci par-là, mais sur la mythologie, sur le long cours, il aurait fallu avoir un autre regard pour avoir plus de diversité dans les approches, dans les idées et des trucs comme ça. Et je pense que c'est ce qui a motivé aussi Anderson à écrire et réaliser elle-même un épisode, parce que du coup c'est la seule femme à avoir réalisé un épisode, en fait. Donc quand on dit ça, on comprend son point de vue, quoi. C'est vrai que c'est pas sympa pour Carter, mais en même temps, s'il avait fait de meilleurs épisodes, je pense qu'on serait moins d'accord avec Anderson, mais là on est clairement d'accord avec elle, en fait, parce que ça va pas du tout, quoi. Les idées de base sur le papier sont très bonnes, c'est-à-dire qu'il y a une vraie retcon sur la mythologie que je ne vais pas vous expliquer. Je vous invite à écouter le podcast parce que justement j'explique tout ça. Qu'en gros, ce qu'on croit savoir sur les 9 premières saisons est complètement faux, en fait. Il y a autre chose, donc la vérité est toujours ailleurs. Parce qu'en fait, quand même, la mythologie, il y a eu des réponses qui ont été apportées, notamment dans le dernier épisode de la saison 9 qui était prévu pour être le dernier épisode de la série, où en fait, c'est genre on nous explique... noir sur blanc, c'est quoi la mythologie, c'est quoi la conspiration extraterrestre. Mais en fait, tout ça, c'est à mettre à la poubelle. Enfin, pas vraiment, puisque ça c'est intégré. Donc, il y a une vraie retcon qui est distillée dans les saisons 10 et 11 que les gens n'ont pas vraiment vu, en fait. D'accord. Les gens, je pense, l'ont compris un peu de travers. Et c'est ça que j'explique dans mes podcasts. Et comme je refais toute la série, je confronte cette théorie-là à tous les épisodes et je constate que ça marche. Et qu'en plus de ça, certaines choses qui étaient bizarres à l'époque, finalement, le sont beaucoup moins. Et qu'en plus de ça, ça me permet d'intégrer les mythologies de Millennium et de Archrim au sein de la mythologie de X-Files. Donc je me dis, oui, quand même, effectivement, Chris Carter, il a quand même de la suite dans les idées, il a aussi un effet d'opportunité, on va pas se mentir, il n'a pas tout imaginé en 94, quoi. Il y a des choses qui sont faites sur le... Il avait des idées, des grandes idées, il avait un point d'arrivée, sans savoir vraiment quel chemin il allait prendre pour y arriver. Et après, il a développé d'autres choses. Donc, il y a des effets d'opportunité. Mais quand même, il y a une vraie cohérence dans la mythologie. C'est simplement que la façon dont les épisodes sont racontés,
c'est nul, quoi. C'est mal écrit, c'est mal réalisé. En fait, on a l'impression qu'il y a une régression dans X-Files, c'est-à-dire qu'on a l'impression de revenir à des séries des années 80 presque. Donc peut-être que ça manque de nouveaux... Elle a peut-être raison de reprendre des scénaristes et d'ouvrir un petit peu plus. À un moment donné, quand il y a eu la saison 10 et 11 de X-Files, M6 a rediffusé des anciens épisodes, dont certains écrits et réalisés par Chris Carter, comme Le Fétichiste par exemple. On voyait les 2 épisodes côte à côte, donc un épisode qu'il avait écrit et réalisé là, et puis un truc qu'il avait fait 25 ans avant. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le truc d'il y a 25 ans, il enterre le truc de maintenant, quoi. Ah oui, ça c'est fou. Ouais. À un moment donné, voilà, pourquoi? Donc il y a plusieurs explications, et je pense que donc on peut dire que la suite, tout dépendra si les studios mettent de l'argent et décident de le faire. Oui, parce que du fric, ça, s'ils veulent, il y aura quelque chose. La question, c'est comment. Oui, est-ce que ce sera bien fait? Est-ce que ce sera bien fait ou mal fait? Le fait que soit Coogler qui s'en empare, moi je dis pourquoi pas, parce que il a fait des bons films, a priori. Et Chris Carter, en plus de ça, il dit que les idées que lui a proposées ce réalisateur-là étaient bonnes. Que ça lui plaisait bien, qu'il trouvait ça intéressant et tout, mais il disait, franchement, faire une série avec des conspirations, des complots en 2024, c'est chaud. Ouais. C'est beaucoup plus chaud qu'à notre époque. Et du coup, il lui souhaite bonne chance en fait. Et nous aussi. Je trouve qu'on peut conclure là-dessus. Oui, écoute, je trouve que c'est plutôt bien. Donc, dans un premier temps, je vais te remercier beaucoup pour ton intervention. Merci. Merci de nous avoir proposé tout ça. C'est toi qui m'as proposé. Oui, mais de nous avoir proposé cette conférence. En tout cas, on t'en remercie. Donc, on peut l'applaudir, je pense. Beaucoup, bravo. Merci. Et pour finir, donc, tu vas nous faire une petite promotion ouais, tout à fait. Sur un projet d'une autre série culte. Tout à fait. Ouais, en plus, je vois qu'on avait ramené les comics et X-Files, on n'a même pas eu le temps d'en parler. Ouais. Surtout que j'avais des trucs à dire sur Charlie Adler que j'avais rencontré. Mais parce que Charlie Adler, le dessinateur de Walking Dead, était un des dessinateurs des BD X-Files. Voilà, dans les années 90, il a commencé comme ça. J'ai pu en discuter avec lui longuement. Et, ce sera pour un autre épisode. C'est ça. Voilà. Donc, parle-nous de ta convention Star Trek. Tout à fait. En fait, c'est une après-midi donc à Metz le 21 septembre. Donc, on fait toute une après-midi. On va projeter le film de J.J. Abrams de 2009 et on va faire ensuite un podcast d'analyse, un peu comme ce qu'on vient de faire là, sauf que là, c'est avec un véritable équipage. Donc, on sera 7 experts sur Star Trek à avoir des débats parce que c'est un film qui est très clivant. C'est un film qui a ses fans et ses détracteurs et donc je pense qu'on va beaucoup se battre. Mais il n'y a pas que ça. Il y aura aussi un quiz en direct, un peu enregistré en podcast aussi en public, qui est un peu un burger quiz mais sur Star Trek. Donc c'est toujours très drôle, c'est vraiment, vraiment marrant. Il y aura bien sûr un fanzine de 36 pages avec une BD, des articles et tout sur Star Trek et des sujets connexes. Une tombola, enfin tout un truc. En fait, si vous voulez, c'est toute l'après-midi. Voilà, c'est de 14h à 20h. Donc on fait un financement participatif parce qu'il y a des gens qui viennent de toute la France. Donc on a besoin de budget pour ça, et pour imprimer le fanzine, et pour acheter les lots pour la tombola, et pour payer les places de cinéma, bien sûr. Donc c'est 15 € la place de base pour tout ça. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Oui. Donc là, on est à 75%. Voilà. Donc il y a encore un mois pour participer. Et je pense que ça va être vraiment très, très bien. Et il y a plein de fans. Là, si vous voulez vraiment être baigné dans du Star Trek ou découvrir, franchement, je pense que ce sera le meilleur moment. Et sinon, je vous donne rendez-vous sur le Coin Pop, donc les podcasts sur X-Files. Donc là, on a déjà fait une douzaine de podcasts. Il y a des dizaines d'heures d'écoute, d'analyse. Et le prochain qu'on va faire, c'est sur la saison 9, puis sur les produits dérivés. Donc du coup, je pourrais recaser les bandes dessinées. Le deuxième film, le revival. Et puis on fera un bilan général en fin d'année. Et puis voilà quoi. Voilà. Et je vous invite à retrouver Guigui sur le week-end si jamais vous avez des questions, vous voulez discuter d'X-Files ou Star Trek. Voilà. Mon stand est tout juste en face. Voilà. Merci à vous. Merci bien. Au revoir.